I, Donald John Trump, that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. Il voulait rendre le pouvoir au peuple et à l'Amérique sa grandeur passée. Un an après son entrée à la Maison-Blanche, où en sont les États-Unis sous Donald Trump? Qu'est-ce qui a changé dans le monde? On en parle ici même, à Washington, élection spéciale pour le premier anniversaire de la présidence Trump. Une année pendant laquelle on a beaucoup parlé du nucléaire, le risque de prolifération en Corée du Nord, en Iran aussi, le contexte extrêmement abrasif aussi au Proche-Orient avec la déclaration de Donald Trump qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, et puis les rapports compliqués, conflictuels entre les États-Unis et la Russie. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Autant de sujets passionnants. Qu'est-ce qui a changé dans la place des États-Unis dans le monde? Écoutez ce qu'en pensent les Américains. I wish we had been participating in the climate accords and things like that obviously represent an international, consensus, but I'm sad to see America moving away from those sort of international stances. I come from Mexico, so it hasn't been a positive thing. I still want to believe, and I have hope that he will guide everything to a positive side, but it's hard to see it. It is hard to see it. Basically, I just trust him. And also, I believe he's going to leave the American great again. I feel personally that we're probably weaker because all Donald Trump really cares about is himself. It's become a reality show. American politics has become a reality show for ratings. It's not what we used to be. We know it's a joke because we watch news from other places, and yes, it's a joke here too. Mostly the way he treats other people is the thing I wish they knew that Americans would rather treat the rest of the world much more kindly than he does. So I'm afraid that the rest of the world doesn't respect America anymore. Voilà pour la perception qu'ont les Américains sur la manière dont leur pays est vu un an après l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors quelle est justement la place qu'occupent aujourd'hui les États-Unis dans le monde? Evis Bollon, bonjour. Vous êtes diplomate de carrière. C'est juste. Vous avez été notamment ambassadrice des États-Unis en Bulgarie. Vous avez été membre du Conseil international sur les Balkans, conseillère également adjointe pour les armes, ici même à Washington. Comment les États-Unis sont perçus aujourd'hui? Est-ce que la voix des États-Unis porte toujours autant sur la scène internationale? On sait, on avait beaucoup reproché à Barack Obama parfois de tergiverser sur certains dossiers comme la Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains sont mieux entendus? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Je crois qu'en effet, Donald Trump a eu des effets assez désastreux pour la politique étrangère américaine et pour la place des États-Unis dans le monde. Et je crois que nous avons perdu beaucoup de voix et d'influence. Il fait beaucoup de bruit, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir de l'influence. Je crois qu'il a offensé pas mal des pays amis, des pays de l'Afrique, de l'Haïti qu'il vient de faire l'autre jour, nos amis, les Européens, il y a vraiment très peu de pays avec lesquels on soit en termes meilleurs que sous Barack Obama. Et il y en a plein avec lesquels nous avons une relation pire et où l'opinion globale, je crois, sur les États-Unis a beaucoup baissé. Make America Great Again, hein, rendre à l'Amérique sa grandeur passée, c'est ce qu'avait dit Donald Trump. Rendre aussi l'Amérique plus forte, Make America Strong Again, c'était aussi une partie de son message. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les intérêts des États-Unis sont mieux défendus dans le monde, que la sécurité des citoyens américains aussi est mieux assurée? Non, je ne crois pas. Il est vrai que le militaire est très fort. Ils ont été très forts sous Barack Obama et il a encore dépensé beaucoup d'argent. Mais je crois que pour le reste, ça a été un discours très nationaliste. On va exclure les étrangers, surtout ceux qu'on n'aime pas et dont on n'aime pas la couleur de la peau. Et je crois que quand on vient au fait, on ne voit pas où vraiment l'Amérique soit plus forte. Et je pense aussi que nous sommes en train, avec ce qui arrive au département d'État,
qui est une autre histoire désastreuse, mais je pense... Il a réduit considérablement les financements au département d'État au profit de la défense, au profit de l'armée du Pentagone. Au profit de la défense, au profit de ce mur sur nos frontières. Dieu sait que si ce sera jamais construit. Mais je crois que nous perdons sur tous les plans. Nous sommes beaucoup plus absents dans ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la diplomatie culturelle, opinion publique et tout ça. Nous sommes absents. La sécurité des Américains, la défense du territoire, elle passe aussi par la capacité à prévenir d'éventuelles attaques. Or, aujourd'hui, dans le cas de la Corée du Nord, par exemple, on a le sentiment que le monde n'a jamais été aussi près d'une guerre nucléaire. C'est votre sentiment à vous aussi ? Je ne sais pas, parce qu'il faut dire que bien que le discours du président Trump et de son administration ait été beaucoup plus belliqueux, si on peut dire, les actions n'ont pas toujours correspondu à cette bellicosité. Alors, il a un discours sur la Corée du Nord qui effraie beaucoup parce que il parle d'une guerre nucléaire, etc. Je crois que dans le fait, il a été, lui et ses conseillers, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État, ont été beaucoup plus prudents et on n'a pas exclu la diplomatie. Il s'est bien entouré finalement par des gens qui sont capables de rattraper certaines de ce qui peut être perçu comme ses erreurs ? C'est-à-dire qu'il y a certains dans son conseil de ministres qui sont ce que j'appellerais des adultes. Et j'y mettrais M. Tillerson, le secrétaire d'État, dont ce n'était pas d'ailleurs la vocation initiale, c'est quelqu'un qui vient de l'industrie pétrolière. Hein. Oui, mais il ne connaît pas grand-chose à la diplomatie. Et je crois la façon dont il gère le département d'État actuellement et va beaucoup nous affaiblir notre diplomatie. Mais pour les questions de politique étrangère, je pense que c'est un homme prudent, modéré, et aussi le secrétaire à la Défense. La France a surpris l'année dernière Emmanuel Macron avec cette invitation faite à Donald Trump de venir assister au défilé du 14 juillet. Quel rôle justement peut jouer cette relation personnelle nouée entre Emmanuel Macron et Donald Trump pour maintenir le lien entre les États-Unis et la communauté internationale ? Votre président a très bien joué parce qu'il a été sur les questions de principe, il a été très ferme avec notre président, mais en même temps, il a laissé la voie ouverte à un dialogue et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et difficile, tout de même, on l'a vu, pour les Européens et les Français, de soutenir les États-Unis lorsque Donald Trump décrète de manière unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça nuit considérablement, d'après vous, à la construction d'une solution de paix au Proche-Orient ? C'est sûr que ça n'aide pas, oui, je crois que ça a vraiment détruit notre position d'intermédiaire. Les Américains sont exclus aujourd'hui de la recherche d'une solution, d'après vous ? Non, Ils se sont exclus ? Une solution ne se fera pas sans nous, je crois. En fin de compte, ça fait des décennies qu'on cherche une solution, c'est pas pour demain. Mais je crois que ça, vraiment, nous n'avons plus nous ne sommes plus l'intermédiaire neutre, bien disposé aux deux parties. Et je pense que ça nous a beaucoup nui et vous pouvez en constater l'opinion de tous les experts sur le Moyen-Orient. C'est une décision mal considérée, hâtive et on va en reparler justement. Merci beaucoup, Evis Bolen. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Cette question justement de Jérusalem, elle cristallise aujourd'hui l'opposition à Donald Trump sur la scène internationale. En revanche, en Israël, la droite religieuse, elle, se sent pousser des ailes. Reportage en Cisjordanie, signé Antoine Mariotti. Il y aura bientôt ici des dizaines de familles israéliennes. Efrat et le bloc de colonies de Gush Etzion en Cisjordanie sont en pleine expansion. Les colons s'en réjouissent. Ils affirment que sans l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ces constructions n'auraient pas toutes été lancées. Il a réussi à nous amener dans une situation où nous avons beaucoup plus de projets de construction de logements en cours,
alors que c'était complètement gelé sous l'administration Obama. Et nous savons aussi qu'il y a une sorte de mécanisme qui autorise le gouvernement israélien à commercialiser la terre et les propriétés en Judée et Samarie. Le rythme de ces constructions n'est pas encore assez soutenu aux yeux de ces colons, mais ils en sont convaincus, Donald Trump va leur permettre de s'étendre rapidement dans les années à venir, aux grandes dames des autorités de Cisjordanie et des ONG. Pour elle, pas de doute, c'est dans ce domaine que le président américain a eu le plus d'impact concret sur la vie des Palestiniens. Trump a tacitement donné son feu vert à Israël pour agrandir ses colonies et donc rendre plus difficile la possibilité pour Israël de se retirer de la Cisjordanie s'il y avait une solution en 2 États, et ainsi rendre plus difficile d'imaginer un État palestinien viable. L'impact est plus symbolique pour l'instant, mais la décision du président américain de reconnaître récemment Jérusalem comme capitale d'Israël a ébranlé les Palestiniens et l'ensemble du monde musulman. Il empêche une question fondamentale des négociations d'être négociée. Donc si on ne peut pas négocier sur les colonies, que l'on ne peut pas négocier sur Jérusalem, alors qu'est-ce qu'il reste à négocier? Cela veut dire que les Palestiniens ont perdu 25 ans de leur vie pour rien. Principale conséquence, un affrontement diplomatique rarement connu entre Washington et Ramallah. Les Palestiniens refusent désormais que Donald Trump joue le moindre rôle dans un processus de paix toujours au point mort, mais ils craignent de plus en plus son pouvoir de nuisance. Et les tensions entre Américains et Palestiniens viennent de monter d'un cran supplémentaire cette semaine, puisque Washington a mis sa menace à exécution en décidant de suspendre 65 millions de dollars d'aide à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Est-ce que ça signale, au-delà bien sûr d'un geste de défiance envers les institutions internationales, un changement en profondeur dans la politique américaine vis-à-vis du Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien en particulier? Eh bien, on va en discuter maintenant, ici même. Nous sommes à Politics & Prose, c'est une librairie comme il en existe beaucoup à Washington, et on s'intéresse très particulièrement à la politique et aussi à la politique étrangère des États-Unis. Alors, on va débattre avec à mes côtés Walid Pharez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la politique internationale des États-Unis. Vous avez conseillé Donald Trump pendant la dernière campagne présidentielle. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Du printemps arabe à l'automne islamiste. C'est paru en France chez Hugo Doc. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Robert Malley. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, président, vous dirigez l'International Crisis Group. C'est un cercle de réflexion, un think tank, comme on dit ici à Washington, spécialisé sur les questions de politique internationale. Vous avez travaillé dans diverses administrations démocrates, vous avez conseillé notamment le président Clinton, également le président Obama sur les questions de politique étrangère. Première question, Walid Pharez, quand on voit ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient et les accusations que s'échangent palestiniens et américains, on est tenté de se demander, est-ce que les États-Unis et Washington ne se sont pas mis hors jeu sur la recherche d'une solution politique au conflit en décidant de manière unilatérale de déclarer Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? D'après l'administration Trump, tout dépend du résultat final. Donc, ce n'est pas des semaines à venir, des mois à venir, mais de l'année, de cette année et l'année prochaine. Je pense que la stratégie de M. Trump est divisée en deux. D'abord, il commence par les questions domestiques. Il y a une grande constituante politique en Amérique qui veut que M. Trump se dirige vers les Israéliens, qu'il leur donne ce qu'il leur a donné, mais en même temps, il voudrait bien rester ami avec cette coalition arabe qu'il a formée à Riyad. Donc, il me semble que le choix de l'administration Trump est d'abord d'être sûr pour les élections législatives qu'il a cette grande majorité, ou cette majorité populaire, mais en même temps, il ne voudrait pas continuer jusqu'au bout ce changement qu'il a fait. Il veut attendre que la coalition arabe, avec les Palestiniens, puisse venir avec des solutions alternatives. Je ne suis pas sûr du résultat, mais je pense que c'est le plan. Robert Malley, on entend aussi du côté de Donald Trump, mais pas seulement, beaucoup de gens dire finalement le président américain il n'a fait que lever une forme d'hypocrisie. Est-ce qu'il n'entérine pas simplement une évidence, à savoir que pour beaucoup d'Américains et pour les Israéliens bien sûr, Jérusalem est de fait la capitale de l'État d'Israël? Il y a beaucoup d'évidence. Si on va avoir une solution à deux États, il est évident que les Palestiniens auront une capitale à Jérusalem-Est. Il est évident qu'ils auront une souveraineté sur la Cisjordanie et sur Gaza. Il y a énormément d'évidence. Quand on en choisit quelques-unes de façon sélective, évidemment, ça biaise le jeu. Et lorsqu'après ça, le président Trump dit « j'ai enlevé la carte de Jérusalem des négociations », ce qui est évidemment, ce qui signifie pour les Palestiniens, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne va plus négocier Jérusalem? Je pense qu'il s'est mal exprimé. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire. C'est le malheur des tweets présidentiels. Mais il a dit ça, et donc je pense que ça, lorsqu'on additionne ça
au fait qu'on a un gouvernement israélien dont la majorité des membres est contre une solution en 2 États et qu'on a un mouvement national palestinien à bout de souffle, avec un dirigeant également qui va devoir pas faire passer la main. Je pense que cette concordance de circonstances et un président américain qui est beaucoup plus intéressé par la politique intérieure, c'est une décision de politique intérieure, comme l'a dit Walid, c'est pas une décision qui reflète une stratégie internationale. Tout ça fait que on est à un moment très très difficile pour les Palestiniens, pour leurs relations avec les États-Unis. Un dirigeant palestinien, Mahmoud Abbas, qui dit quand même qu'il a reçu la claque du siècle, Walid Pharres, et les Palestiniens en début de semaine ont décidé de revoir la reconnaissance de l'État même d'Israël. Ce qui les exige maintenant, c'est un retour aux frontières d'avant les 6 jours. Est-ce que là, Donald Trump n'a pas reculé de 30 ans sur le conflit israélo-palestinien? Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous a pas ramené 30 ans en arrière sur cette question? Robert et moi-même, on a vu des conseillers palestiniens, des représentants beaucoup plus lui-même que moi-même. Et je pense qu'eux-mêmes aussi ont des questions intérieures, d'ordre intérieur. Mahmoud Abbas a besoin de cette constituante palestinienne qui est très attachée à Jérusalem-Est. Mais je voudrais revenir à un point que Robert a fait. Ce qui concerne la différence entre les tweets et les statements, les déclarations politiques. Je pense que le président Trump a issu un point qui est très important quand il a dit bon, je vais amener l'ambassade américaine à Jérusalem, mais la question des limites de Jérusalem n'est pas tranchée. Je pense que là, il y a le passage de cette phase à la phase prochaine, où il est très possible, si la coalition arabe nous aide, parce qu'en tant qu'Américains tout seul, je ne pense pas qu'on pourra le faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils acceptent la négociation avec les Israéliens, mais il faut leur donner quelque chose. Et c'est quelque chose, les zones arabes de Jérusalem. Donc on revient à la solution des 2 États, mais par... Ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi complètement à ce qu'il a dit, Donald Trump, lorsqu'il a dit que d'une certaine manière, la question de Jérusalem était maintenant réglée? Elle est réglée dans le sens que ses obligations vis-à-vis des Israéliens, ce qu'ils pensent être ses obligations, c'est réglé. Maintenant, il peut négocier, il peut faire pression même sur les Israéliens pour faire concession pour les Palestiniens. Ça vous semble impossible, ça, Robert Malley? Encore une fois, il y avait 1000 façons de présenter ce que le président a dit. Il aurait pu dire, je pense que Jérusalem est la capitale d'Israël, je pense que Jérusalem-Est doit être la capitale palestinienne. Il ne l'a pas dit. Erreur de présentation, de formulation, erreur de stratégie. Je ne sais pas quelle est la stratégie, honnêtement. À ce moment, on entend le président dire que c'est l'accord du siècle qu'il prépare avec son gendre. On n'a rien vu pour l'instant. Et malheureusement, aujourd'hui, le contexte est tel. Et là, vraiment, c'est une question de politique palestinienne, comme l'a dit Walid. Le contexte est tel que presque n'importe quelle proposition américaine, même si elle est intéressante, va être très très mal perçue parce que le président Abbas doit prendre en compte le point de vue du peuple palestinien qui aujourd'hui voit le président Trump comme un ennemi. Il n'a pas compris que la communication c'était très important en la matière, qu'il fallait respecter aussi bien sûr la souveraineté de chacun et aussi les questions aussi de leadership, parce que ça remet en cause aussi une forme de leadership. Tout dépend de la communication de ses conseillers. À mon avis, si j'étais là, je leur dis, bon, vous pouvez avancer avec l'ambassade, mais il faudrait faire quelque chose pour les Palestiniens en même temps, pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés. Ce fameux plan de paix, Walid Pharres, qu'évoquait à l'instant Robert Malley, que Donald Trump avait évoqué lorsqu'il s'était rendu, c'était au mois de mai, en Arabie Saoudite, puis en Israël. Il avait dit, j'ai un plan de paix pour le Proche-Orient, quelque chose qui n'a jamais été pensé avant. Et en même temps, ça semble tellement facile. Il a vraiment une idée, d'après vous? Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit la première fois, peut-être en 2015, déjà à la fin de l'automne 2015, et il était pour la solution de 2 États. Avec quelle capitale pour les Palestiniens? On n'a pas parlé des détails. Abu Dis, est-ce que c'est Jérusalem ou une autre ville? Abu Dis a été mentionné pendant la campagne comme une des alternatives. Abu Dis pourrait être une capitale administrative, comme les Égyptiens maintenant, ils sortent leur capitale administrative du Caire, comme les Brésiliens, ils ont créé une nouvelle administration, en dehors de Sao Paulo. Mais la question est de savoir s'il y aura une demande pour les quartiers arabes à l'intérieur de Jérusalem, autrement dit Jérusalem-Est, moins quelques pièces. Un partage qui vous semble possible? Cette discussion elle est intéressante, mais ce qui se passe sur le terrain, je reviens d'Israël et des territoires occupés il y a 10 jours, ce qui se passe sur le terrain, c'est presque trivial ce que dit le président Trump, parce que ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ça ne fait qu'aggraver une situation qui, sur le terrain, est devenue quasiment intenable pour la solution de 2 États. Je veux dire, il faut voir sur place ce qui se passe. La colonisation, le peuplement, c'est pour ça que c'est un sujet tellement sensible pour les Palestiniens.
aujourd'hui, cet espoir d'une solution à deux États devient de plus en plus un mirage. Cette possibilité, comme disait Walid Pharres, de en tout cas faire appel aux États arabes proches des États-Unis pour obtenir une solution, est-ce que cette idée d'un rapprochement finalement entre Israël et l'Arabie saoudite, on l'a vu notamment lorsque le chef de l'état-major israélien a donné cet entretien à la presse saoudienne en novembre dernier, est-ce que c'est ça la stratégie de Donald Trump au Proche-Orient? Est-ce que ça peut payer? C'est une partie de la stratégie qui a toujours été une stratégie américaine. Enfin, c'est pas nouveau de penser qu'il faut que les pays arabes fassent partie du jeu et qu'ils donnent un encouragement à Israël, un encouragement aux Palestiniens, des incitations aux deux et des pressions sur les deux. Donc c'est pas nouveau. C'est vrai que les relations entre le président Trump et certains dirigeants arabes sont de très bonnes relations. Donc on aurait pu penser qu'il pourrait faire quelque chose. Mais on peut pas faire ça aux dépens des intérêts et des ambitions essentiel des Palestiniens. C'est-à-dire, même l'Arabie saoudite, avec tout le pouvoir qu'elle a, ne pourra pas convaincre ni le président Abbas, ni n'importe quel dirigeant alternatif d'accepter une solution qui ne remplirait pas les obligations minimales qui représentent le point de vue palestinien. Donc si c'est ça le rêve américain, il échouera parce que un dirigeant palestinien préférera démissionner que d'accepter quelque chose contraire à la position historique du mouvement palestinien. Une réconciliation en tout cas entre Israéliens et Saoudiens qui se ferait, on l'a bien compris, sur le dos de l'Iran. L'Iran qui est devenu le nouvel adversaire déclaré des États-Unis. Les Américains ont décertifié l'accord sur le nucléaire et Donald Trump, on le sent, n'est pas loin de remettre en place des sanctions, même si pour l'heure il a décidé de différer sa décision. En tout cas, du côté des Iraniens et dans les rues de Téhéran, cette réaction américaine est vécue comme une véritable épée de Damoclès. Voyez le reportage à Téhéran de Mariam Pierzadeh. Dans le bazar de Téhéran, le discours de Donald Trump sur l'Iran ne laisse pas indifférent. Le soutien apporté aux protestations contre le gouvernement a souvent été moqué, comme en témoigne l'une des nombreuses unes de journaux qui se passent de traduction. Les réactions sont quasi unanimes. C'est un homme d'affaires, ce n'est pas un homme politique comme Poutine par exemple. Il ne voit que l'argent et il parle trop. Il peut nous menacer, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça ne sert à rien de nous insulter. Qu'il parle s'il le veut, et s'il a quelque chose de bien à faire, qu'il le fasse. À la mi-janvier, Donald Trump a renouvelé la levée des sanctions contre l'Iran pour la dernière fois, a-t-il précisé. Et à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Iran, passage obligé des entreprises étrangères en visite dans le pays, ces paroles ont des effets concrets. Les menaces de M. Trump et des États-Unis créent un climat d'hésitation. Par exemple, les gros contrats pour l'achat d'avions, pour l'industrie automobile ou dans le secteur pétrolier restent en suspens pour l'instant, jusqu'aux décisions américaines. Le président américain a donné 4 mois pour renégocier cet accord avec les Européens et durcir les sanctions contre la République islamique, laissant planer plus que jamais un doute sur la survie de cet accord historique. Pas de rétablissement des sanctions donc pour l'heure, et si ce n'était qu'un répit, Walid Pharres, Donald Trump donne 4 mois aux Iraniens pour changer de position, autrement dit pour durcir encore davantage l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il obtiendra gain de cause ? Moi, je pense que le président Trump et son administration sont en train d'investir dans les événements des semaines passées, du mois passé. Ça veut dire qu'il y a maintenant 2 Irans à ses yeux. Premièrement, l'Iran que vous avez interviewé, que la presse internationale peut interviewer sans aucun problème, les citoyens qui appuient leur gouvernement, d'une part, et d'une part, ceux qu'on voit sur YouTube, ceux qu'on voit sur Facebook, qui est l'Iran de l'opposition. Il me semble que son investissement va être avec des changements politiques à l'intérieur de l'Iran. Mais je pense qu'il va négocier encore cet agreement, même après les 4 mois, parce qu'il veut aussi faire attention à ses relations avec l'Europe et ceux qui ont un intérêt dans cet agreement. Robert Malley, est-ce qu'il est vraiment prêt à sortir de cet accord, d'après vous, Donald Trump ? Et comment vous analysez-vous le mouvement qu'on a observé ? Alors, il n'a pas duré très très longtemps, hein, effectivement, ces manifestations qui ont eu lieu en Iran et qui, pour Donald Trump, étaient l'expression d'une volonté démocratique. Bon, d'abord, sur la première question, est-ce qu'il est capable de rompre l'accord ? Oui, je pense qu'il l'est. Il a prouvé, je dirais malheureusement, depuis ces dernières années, que tout ce qu'a touché son prédécesseur, il aime bien le rompre.
Donc il est très possible, je ne dis pas que c'est probable, je ne peux même pas mettre un chiffre là-dessus, mais il est possible qu'il le fasse et je pense que c'est important pour l'Europe et pour les membres du Congrès de faire en sorte qu'eux ne soient pas complices d'une tentative de faire échouer cet accord qui est quand même un des rares accords qu'on a pu obtenir ces dernières années dans une région qui souffre d'un déficit de stabilité. Maintenant, sur la question de ce qui se passe en Iran, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Beaucoup de gens sont trompés, n'ont pas prévu ce qui s'est passé dans le printemps arabe, le sujet de votre livre, n'ont pas prévu comment allait se dérouler ce printemps arabe, qui s'est révélé ne pas être vraiment un printemps. Aujourd'hui, commencer à dire que c'est le début de quelque chose en Iran, je pense que ce serait allé un peu vite. Évidemment, il y a un mécontentement. Mon organisation en a parlé, on a fait certaines études là-dessus. Il y a un mécontentement populaire, il n'y a aucun doute. C'est un système qui est loin d'être démocratique, qui est loin de faire partager à toute sa population les fruits économiques. Est-ce qu'on est proche d'un changement de régime? Je pense que là, c'est vraiment aller très 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 vite et faire preuve de projection d'une ambition de cette administration et d'autres, de voir un changement de régime en Iran. Ils projettent cette ambition et donc ils transforment leur rêve un peu en espérant que ce sera la réalité. Je pense qu'on en est loin, c'est un régime qui semble quand même assez solide, assez soudé. Et ce qui s'est passé cette année ne ressemble pas à ce qui s'est passé en 2009, qui pour le coup était quand même un mouvement plus profond. Walid Pharres, Donald Trump, très dur en tout cas dans ses mots envers le régime iranien, et pourtant, dans le cas de la Syrie par exemple, on a le sentiment qu'il laisse le champ libre totalement à l'Iran. Alors que se passe-t-il? C'est une critique qui vient même des Syriens eux-mêmes, de l'opposition syrienne. Je pense que c'est une question de choix. Il a continué une politique de l'administration Obama, c'est-à-dire d'appuyer de façon très limitée les forces kurdes pour qu'ils puissent se battre contre l'EI, et ils l'ont fait. Il n'y avait pas eu une politique américaine en ce qui concerne Assad. On laisse faire, puis on va aux négociations. Ce que Trump a fait, c'est de demander à ses militaires de terminer l'EI très rapidement. La question que vous soulevez est très légitime. Pourquoi il n'a pas aidé l'opposition syrienne à prendre toutes les régions de la Syrie de l'Est? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourtant, on s'en souvient, le bombardement de Khan Cheikhoun, qui avait fait suite à Khan Cheikhoun, l'utilisation donc des armes chimiques attribuées à l'armée syrienne sur cette ville de Khan Cheikhoun, et immédiatement les États-Unis avaient réagi pour la première fois en bombardant l'armée syrienne, ce que Barack Obama n'avait pas fait lui à l'époque. On a l'impression, avec du recul maintenant, que c'était simplement un coup d'épée dans l'eau de l'administration Trump, qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie à moyen terme. On peut débattre ça, mais ce qui me semble du point de vue stratégique, c'est qu'une seconde volée d'attaque contre les forces syriennes serait un engagement contre la Russie. Et il sait très bien que la Russie, c'est une force nucléaire avec laquelle on ne peut pas faire une grande confrontation. Robert Malley, c'est la Russie le gros problème de Trump en Syrie. Il a décidé en fait de laisser le champ libre à Moscou et donc de fait à Damas. Je comprends pas très bien laisser le champ libre. Comme le dit Walid, c'est quoi l'alternative? Les laisser reconquérir. On parlait de la Syrie utile à un moment. On est bien au-delà aujourd'hui de la Syrie utile. Le régime syrien a reconquis l'essentiel de son territoire. Et l'alternative, et c'est une alternative qu'a confrontée le président Obama et qu'aujourd'hui confronte le président Trump, c'est quoi? Est-ce que c'est faire la guerre contre la Russie et l'Iran en Syrie? Personnellement, je pense que ce ne serait pas une très bonne idée. Et d'ailleurs, le président Trump a été élu sur une plateforme qui disait que les États-Unis n'allaient pas s'engager dans des opérations militaires à long terme. Est-ce qu'une guerre en Syrie pour combattre la Russie, c'était la meilleure solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel avantage stratégique la Russie obtient réellement en ayant une présence en Syrie. C'est pas comme si les États-Unis étaient alliés de la Syrie avant 2011. Donc je pense. Vous avez pensé lors du bombardement d'avril de l'année dernière contre l'armée syrienne que ça signale un changement de stratégie américaine en Syrie, que cette fois la ligne jaune franchie, les Américains intervenaient? Non, et d'ailleurs le président Trump n'a pas dit que ce serait un changement de stratégie. Il a dit utilisation d'armes chimiques, on réagit. Il n'a jamais dit on allait réagir pour combattre Assad. Ça a été efficace. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'usage des armes chimiques qu'ils ont utilisées. Il y a sans doute d'autres armes que la chlorine. Il y a un consensus américain, je pense. Il a raison, Robert, que s'il y a une utilisation des armes chimiques, quelque chose doit se faire. Maintenant, ça, c'est différent du plan pour la Syrie. Voilà. Et il n'y en a pas de plan pour la Syrie. Je pense qu'aujourd'hui, on se dirige vers une résolution de facto, qui n'est pas une résolution qu'on aurait voulu voir il y a quelques années, mais de facto, avec un pays assez fragmenté, avec une région qui est plutôt sur le contrôle des Kurdes avec l'alliance des États-Unis et d'autres régions sous contrôle du régime ou d'autres. Mais est-ce que les États-Unis vont faire la guerre contre l'Iran ou la Russie en Syrie? Je pense que la question, elle a été, on y a déjà répondu. Walid Pharres, l'attaque d'une base russe par des drones en Syrie. Moscou a accusé la coalition dirigée par les États-Unis. Avouez que c'est quand même un peu étrange, non, ce qui s'est passé?
Comment vous l'analysez? Oui, mais n'oublions pas aussi qu'il y a un autre joueur qui est la Turquie avec les forces alliées, les frères musulmans, les autres forces. Donc c'est un peu compliqué en ce qui concerne l'équation à l'intérieur de la Syrie. Mais je pense que ce soit la Turquie ou les États-Unis, il y a une ligne rouge non déclarée qui est ne pas arriver à une guerre, une grande confrontation avec la Russie. Il y a des exceptions, parfois des bandes d'hommes armés qui ont cette capacité de drone ou d'autres attaquent, mais les grands joueurs ne veulent pas arriver à un slaughter, un massacre en Syrie. Difficile de comprendre la stratégie américaine envers la Russie, non, Robert Malley? Bah oui ou non. Enfin, c'est une stratégie qui est compliquée par la politique américaine et qui fait que... Vous voulez dire la politique intérieure américaine? C'est un président qui est venu, lorsqu'il a été élu, voulait améliorer les relations avec la Russie. Or, avec tous ces doutes qui planent sur le rôle de la Russie dans son élection, en fait, ça lui a ligoté les mains, parce que le Congrès aujourd'hui ne permettra pas un rapprochement avec la Russie. Donc, paradoxalement, les Russes se retrouvent avec des États-Unis qui sont dans un sens encore plus hostile qu'ils ne l'étaient sous Obama. Je ne sais pas ce qu'aurait voulu le président Trump, c'est sûr. On verra où mène l'enquête, on verra où mène cette affaire, mais c'est évidemment une complication à laquelle ne s'attendait pas ni le président Trump, ni le président Poutine. C'est la victoire d'une certaine manière de ce qu'on appelle le deep state, hein, c'est-à-dire beaucoup de gens dans les renseignements, l'infrastructure, j'allais dire, le complexe militaro-industriel américain qui a quand même, dans sa culture, d'une certaine manière, une méfiance envers la Russie. Hein. L'affrontement entre la bureaucratie, si vous voulez, de sécurité nationale, qui est bipartisane en fin de compte, et cette administration, et eu égard non pas seulement à la Russie, mais tout le plan américain dans le monde. Mais je pense que, nonobstant, avec les élections législatives, il y aura une nouvelle majorité. Cette nouvelle majorité aura une liberté pendant 2 ans au moins, et le sénateur pour 7 ans. Je pense que Monsieur le Président attend cette élection pour pouvoir avoir une nouvelle équation. Il risque d'être déçu par le résultat, mais on verra bien d'ici un an. On verra bien effectivement en novembre. Merci beaucoup Robert Malley, merci à vous Walid Pharres. En tout cas, on le voit, hein, ce doute permanent, ce soupçon qu'il existe un accord entre Donald Trump et le Kremlin. On peut dire qu'il parasite toute la communication des États-Unis envers la Russie en matière de politique étrangère. À l'origine, bien sûr, il y a ces accusations de la CIA qui ont même donné lieu à une enquête fédérale, celle d'une ingérence russe dans la campagne qui aurait permis l'élection de Donald Trump, notamment grâce à des hackers russes. Comment fonctionnent ces hackers? Quels sont leurs liens avec le Kremlin? Elena Voloshin a enquêté pour nous à Moscou. Dans son appartement moscovite, il y a un peu plus de 20 ans, Ilya Vassiliev a fondé une école pour les hackers. Depuis, il y a formé quelques centaines d'élèves et il confirme, l'État russe s'intéresse de près aux hackers. J'ai eu énormément d'élèves et bien entendu, certains ont été la cible des services secrets ou d'autres organes. Si pour Ilya, le hacking est avant tout un art qui ne doit pas être utilisé à des fins criminelles, il ne s'étonne pas du fait que pour les diplômés russes en informatique, une offre d'emploi venue d'en haut soit alléchante. Le gouvernement empiète sur les droits civils. De la même façon, il exerce une pression sur les informaticiens. Nombreux sont ceux qui partent à l'étranger, car ils y trouvent davantage d'opportunités pour gagner leur vie et se développer. Pour ceux qui restent en Russie, le gouvernement veut souvent les utiliser à des fins malhonnêtes. L'État russe a toujours démenti un lien quelconque avec les hackers accusés d'avoir piraté le Parti démocrate pendant la campagne américaine. Le scandale d'ingérence électorale, c'est bien ce qui empoisonne le plus les relations russo-américaines. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, toutes les occasions sont bonnes pour fustiger Washington, comme les recommandations aux citoyens américains de ne pas voyager en Russie à cause de la menace terroriste. Nous estimons qu'il s'agit une fois de plus d'une affirmation infondée, dont le but principal est d'alimenter une nouvelle vague d'hystérie anti-russe aux États-Unis et cultiver chez les Américains une peur animale de la Russie. Avant la fin du mois, les États-Unis pourraient adopter une nouvelle vague de sanctions, cette fois contre des oligarques proches de Vladimir Poutine. Et on se retrouve à présent devant la bibliothèque du Congrès. À mes côtés,
Olivier Knox, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant pour Yahoo News ici à Washington. Vous avez été correspondant de l'AFP au Congrès américain. Alors on vient de le voir, hein, rien n'est simple décidément dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Il y a ces soupçons selon lesquels le Kremlin aurait cherché à favoriser l'élection de Donald Trump. Et en même temps, jamais les sanctions américaines envers Moscou n'ont été aussi dures. Comment vous l'expliquez? C'est exact. Depuis l'élection de 2016, Donald Trump ne cesse d'insister sur le fait qu'il veut des meilleures relations avec Moscou. Seulement voilà, il y a plusieurs grands dossiers. Le hacking de l'élection, par exemple, mais aussi la Syrie, où Moscou appuie Bachar Assad, la Corée du Nord, où Washington soupçonne Moscou de tricher. Ainsi que, bien sûr, l'Ukraine. Donc les relations sont quand même tendues sur les grands dossiers, mais il existe aussi des tensions au sein du Congrès. C'est-à-dire que le Congrès américain a insisté, a imposé des sanctions extrêmement fortes contre Moscou après l'élection. Les républicains au Congrès ne font pas confiance à Donald Trump en ce qui touche à la Russie, aux relations avec la Russie. Et donc ils ont, pour la première fois depuis très longtemps, ils ont approuvé des sanctions obligatoires. Les sanctions avant aux États-Unis, le Congrès laisse toujours un peu une sortie, une marge pour que le président puisse décider s'il faut ou pas imposer des sanctions. Les républicains au Congrès, les majoritaires au Congrès font tellement peu confiance à Donald Trump qu'ils ont enlevé cette espèce de flexibilité. Et oui, il faut dire que la Maison-Blanche, c'est un peu une citadelle assiégée dans cette affaire. Déjà, 4 membres de l'entourage proche de Donald Trump inculpés. Combien sont inquiétés par la justice? Presque tous. Tous ceux qui ont fait la campagne avec Donald Trump, qui sont entrés à la Maison-Blanche. Des inquiétudes, il y a beaucoup d'inquiétudes à la Maison-Blanche. Même pour les gens, les aides de camp qui ont 25 ans, qui n'avaient pas de grand rôle dans la campagne, tout le monde s'inquiète. Pour eux-mêmes d'abord, parce qu'il y en a plusieurs qui ont quand même embauché des avocats, s'inquiétant d'être ciblés par les enquêtes. Et puis bien sûr, plus haut, ils se demandent ce que Bob Mueller va dénicher. Oui, le procureur spécial, Robert Mueller, qui a donc dû être désigné dans cette affaire. On parle beaucoup de collusion de la Russie qui aurait aidé Trump, ou qui a du moins cherché à aider Trump à être élu. Il y a aussi derrière des soupçons de blanchiment même. Oui, plusieurs aides de camp de Donald Trump, Paul Manafort, qui pendant un moment était le chef de sa campagne, ainsi qu'un de ses coéquipiers, sont déjà inculpés. Donc on attend de voir. Bob Mueller, c'est un homme patient, il fait ça depuis très longtemps, c'est un républicain, faut pas l'oublier non plus, et tout le monde se demande quand est-ce qu'il va annoncer ce qu'il a découvert. Alors, est-ce qu'il va pouvoir lui rester en place jusqu'au bout? On parle parfois d'une possibilité, sur un coup de tête, un coup de sang même, Donald Trump pourrait dessaisir Bob Mueller. Richard Nixon l'avait fait pendant le Watergate. Oui, mais c'est compliqué parce que pour se débarrasser de Bob Mueller, il faudrait que Donald Trump ordonne au acting attorney general, Rod Rosenstein, il faudrait qu'il ordonne au département de la justice de virer Bob Mueller. Oui. Il ne peut pas le faire lui-même. Donc il faudrait que le Rod Rosenstein soit d'accord. Et ça, à Washington, en tout cas, et au département de la justice, on estime que Rosenstein préférerait démissionner. Donc vous faites allusion à Nixon, oui c'est le cas, le massacre de la nuit du samedi soir, le Saturday Night Massacre. Il faudrait que Donald Trump se débarrasse d'abord de Rod Rosenstein et ensuite trouve quelqu'un qui accepte de faire démissionner Bob Mueller. Et on sait comment ça s'est terminé. Richard Nixon a fini par partir avant même d'ailleurs le lancement d'une procédure d'empêchement, impeachment comme on dit ici en anglais. Vous y croyez, vous, à cette procédure? C'est une possibilité de voir Donald Trump destitué par le Congrès américain? C'est possible, mais il faudrait que les démocrates gagnent la Chambre en novembre 2018. Parce que la procédure de destitution, c'est une manœuvre politique. Il y a des critères plus ou moins juridiques dans la Constitution, mais on laisse au Congrès la décision de si ça vaut une destitution. Donc il faudrait que la Chambre, d'abord, passe aux mains des démocrates, que ces démocrates décident de commencer la procédure. Il faudrait qu'ils accusent formellement donc le président Trump de hauts crimes. Et il faudrait ensuite que, après un procès au Sénat, le Sénat vote pour le faire sortir de la présidence. C'est quand même... C'est long. Les démocrates, on en parle déjà. Il y a déjà des démocrates qui voudraient faire avancer une procédure de destitution en espérant de reprendre le Congrès au mois de novembre. Et oui, c'est novembre qui va donner la réponse avec ces élections au Congrès. En tout cas, on parle beaucoup en ce moment de la possibilité que Donald Trump lui-même soit
entendu par le procureur spécial Mueller. Ça aussi, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. On a déjà, George Bush avait parlé à la commission sur le 11 septembre. Bill Clinton, bien sûr, avait été interrogé plusieurs fois par Ken Starr, il y a 20 ans, presque exactement, dans l'affaire Lewinsky. Donc c'est possible. Mais est-ce que ce serait un témoignage? Est-ce que Donald Trump prêterait serment? Ou est-ce que ce serait juste une interview, un entretien avec Bob Mueller? Ça, on ne sait pas. Prêter serment avec toujours le risque d'un parjure. Hein. C'est toujours ça, évidemment, que guettent les adversaires de Donald Trump, c'est qu'il puisse être amené à renier sa parole, ou en tout cas à travestir la vérité. Il y a un personnage, évidemment, dont tout le monde parle ici à Washington, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Il s'est confié dans un livre qui fait fureur aux États-Unis, Le feu et la fureur, justement, hein, la Maison-Blanche de Trump. Il y a le feu aujourd'hui à la Maison-Blanche. Ah, mais il y a le feu depuis le 20 janvier 2017. C'est une atmosphère de carnaval à la Maison-Blanche à ce moment. Et ils s'inquiètent pas forcément plus maintenant qu'avant, mais ils sont obligés de répondre à des questions assez difficiles, puisque Steve Bannon, dans ce livre, il est cité comme estimant qu'il y avait quelque chose, derrière l'enquête de Mueller, qu'effectivement le fils de Donald Trump et certains de ses conseillers auraient mal agi. Donc ça, c'est énorme, puisque la Maison-Blanche, depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Trump et tous ses aides de camp insistent pour dire il n'y a pas de collusion, il n'y avait pas d'aide de la Russie ni rien. Alors que dans ce livre, Steve Bannon insiste, il dit oui, effectivement, c'était peut-être même haute trahison. Oui. Et en tout cas, c'est sur cette aile droite que s'est beaucoup reposé Donald Trump dans le cadre de la campagne. Merci beaucoup, Olivier Knox. Une aile droite qui portait une idée, l'idée que, il fallait sauver à tout prix les emplois américains, quitte à ériger un mur avec le Mexique, quitte à pourchasser aussi les clandestins sur le sol américain. Sans avoir à ériger ce mur, en tout cas, les États-Unis ont déjà commencé à renégocier très sévèrement les accords commerciaux libre-échange. Ils menacent l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et pourtant, vous allez le voir, cet accord, il n'est pas forcément défavorable aux entreprises américaines, comme nous le montre ce reportage signé Laurence Cuvillier. Que se cache-t-il derrière les sucreries de cette supérette mexicaine? Tout un conflit diplomatique. Le sucre de canne en poudre est de fabrication nationale. Mais presque tous les produits industrialisés comme les céréales ou les sodas portent la mention sirop de maïs ou fructose. C'est là que se cache l'édulcorant venu des États-Unis. Ici, à Sucrolic, au sud de Mexico, on fabrique du sucre de canne liquide, mais il en faudra beaucoup pour faire passer l'amertume des derniers accords conclus sur le secteur. L'accord qui a été conclu est complètement déséquilibré. Il favorise les intérêts des Américains, mais va complètement à l'encontre de l'industrie sucrière mexicaine, des agriculteurs mexicains. À cause de ce nouvel accord, nous, Sucrolic, ne pouvons plus exporter notre sucre liquide vers les États-Unis. Le Mexique a la capacité de produire du sucre de canne raffiné pour son marché national et pour l'exportation. Seulement voilà, les États-Unis ont drastiquement limité en juin dernier l'achat de cette denrée au Mexique pour ne pas mettre leur propre raffinerie au chômage. Ils achètent donc désormais du sucre non raffiné à prix cassé. Les États-Unis, quant à eux, exportent au Mexique du sirop de maïs OGM, un produit de moindre qualité que le sucre de canne, mais qui permet aux grandes entreprises de produits alimentaires installées au Mexique d'augmenter leurs marges. Enrique doit désormais batailler pour rester dans la concurrence. Évidemment, si le Mexique n'importait plus ce sirop de maïs américain, nos ventes repartiraient à la hausse de manière exponentielle. Le Mexique peut survivre à l'ALENA. Ce n'est pas possible que 80% de notre commerce extérieur soit dépendant des États-Unis, alors que nous avons conclu 49 accords de libre-échange avec le reste du monde. On dirait que les autres signatures d'accords n'ont servi qu'à faire de jolies photos. Les espoirs que l'ALENA a générés il y a 25 ans n'ont pas été tenus. Pour les producteurs de sucre mexicains, l'accord de libre-échange nord-américain n'a plus désormais de libre que le nom. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien. Bon, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les États-Unis qui se protègent de leurs voisins et qui se coupent du marché intérieur, c'est ce qu'on va voir maintenant avec vous, Alexandre Cournol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation chez Transdev, c'est une entreprise de transport public. Ça veut dire que vous faites du transport collectif ici aux États-Unis? Tout à fait, donc transport collectif, transport à la demande. Nous avons beaucoup de différents véhicules et beaucoup de différents types de transports également. Oui, ça veut dire des cars, ça veut dire des bus, du ferroviaire concrètement? Tout à fait, alors du train, du bus, du taxi et puis beaucoup de transports à la demande, donc de la voiture noire, de la berline et puis également des minibus
qui eux desservent les aéroports et puis les gares. Transdev, c'est une entreprise française de transport collectif. Vous opérez, vous, ici aux États-Unis. Concrètement, l'élection de Donald Trump, ça a changé quoi pour vous? Alors, il y a deux aspects. Déjà, le président américain lui-même a un impact assez limité sur l'économie américaine. Maintenant, il est vrai que sur certaines questions, il y a du positif. Il y a du positif dans le sens où il y a quand même un climat économique qui est bon. Vous avez par exemple des énormes baisses d'impôts, que ce soit au niveau des particuliers ou au niveau des entreprises, puisqu'on passe à il me semble, 25% de corporate tax. Donc, le taux d'imposition des entreprises qui était plus élevé, qui était au-dessus de 30% avant. Absolument, absolument. Donc c'est vrai qu'il y a un climat économique qui est, c'est indéniable, qui est plutôt bon. Il y a une certaine stabilité, ce qui nous permet nous d'embaucher. Et ce qui permet également aux employés, on l'a vu chez Walmart par exemple. Grande chaîne de distribution, la première chaîne de grands magasins aux États-Unis. Absolument. Où là vous avez quand même des belles augmentations des salaires minimums qui sont une conséquence directe de la loi qui a été votée au Congrès. Alors c'est le Congrès qui a voté cette loi, c'est pas le président, mais c'est quand même sous son impulsion. Vous vous retrouvez, on l'imagine assez souvent, en concurrence avec des entreprises américaines. Est-ce qu'elles sont favorisées aujourd'hui sous Trump? Oui, la réponse est oui. Maintenant, nous sommes américains en Amérique, donc nous sommes une entreprise, c'est vrai, internationale, mais américanisée. Donc nos personnels sont américains, nos véhicules sont américains dans la plupart des cas. Nous sommes vraiment une entreprise américaine. Et considérée comme telle? Absolument. Dans les appels d'offres, par exemple, nous sommes sous la législation américaine, nous opérons avec la procédure américaine. Nous sommes vraiment américains en Amérique. Alors, il y a évidemment des compétiteurs qui vont de temps en temps nous rappeler que nous ne sommes pas une entreprise américaine puisque notre siège social est en France. Mais dans les faits, et puis surtout ce qui est important dans les appels d'offres, nous sommes des Américains. Alors Donald Trump, il a décidé de supprimer un programme, le programme d'aide aux Dreamers, ces Américains, ces clandestins en fait arrivés sur le territoire américain alors qu'ils étaient mineurs, qui, pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui travaillent et bien qui voient leur statut remis en question. Ça a quelles conséquences ça, sur les entreprises américaines qui emploient ces gens? Alors c'est une bonne question. Il y a effectivement des questions qui se posent. Moi j'ai des employés par exemple qui eux sont américains issus de la diversité et qui ont des parents par exemple qui sont de la première génération, qui se posent des questions. Effectivement il y a une loi très importante d'immigration qui doit être votée, qui n'est pas encore votée, qui est discutée en ce moment. Effectivement, il y a des questions qui se posent puisque on ne sait pas vraiment quelles vont être les conclusions. Ça va recréer des emplois pour les Américains au chômage, ça? Écoutez, moi je pense que dans une certaine mesure, ça protégera en tout cas certains emplois. Maintenant, au niveau du climat, c'est vrai que c'est quand même assez déstabilisant pour certains employés. Le climat, on en parle. Donald Trump a décidé de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, justement. On peut imaginer qu'a priori, ça va inciter au moins les Américains à continuer de rouler dans des voitures individuelles. C'est pas pénalisant pour une entreprise qui fait du transport collectif comme Transdev? Eh bien, écoutez, c'est pas une bonne nouvelle pour le climat évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des opportunités sur les voitures, sur le transport à la demande, il y a des vraies opportunités pour nous et notamment sortir les Américains de leur voiture individuelle pour les mettre dans du transport collectif ou du transport à la demande où là cela économisera quand même certains d'utiliser leur voiture individuelle. On sent qu'on n'en est pas prêt encore pour l'instant les mentalités ici. On n'en est pas encore là, non. C'est certain. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Cournol d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci. Vous
venez de le voir, qu'il s'agisse de la relation entre les États-Unis et leurs voisins, comme le Mexique par exemple, de la situation des migrants et des clandestins qui vivent ici aux États-Unis, de la relation avec la Russie ou encore de la situation au Proche-Orient, Donald Trump a ouvert beaucoup de dossiers dans sa première année de mandat. Pour ses adversaires, allumé beaucoup d'incendies. Des dossiers qui trouveront sans doute une réponse dans le courant de cette année, ici même au Capitole, puisque les Américains s'apprêtent à voter à nouveau, élection de mi-mandat. On verra à ce moment-là si Donald Trump dispose toujours d'une majorité au Congrès. C'est ce qui décidera sans doute de la tournure que va prendre la fin de son mandat, si bien sûr il est encore à la Maison-Blanche. Une élection en tout cas que vous pourrez suivre bien sûr sur France 24. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition spéciale à Washington. À très bientôt.